pont des Corbeaux. Chapitre 10. Répit. Hugo, dimanche 9 avril 1944. J'avais appelé Gustave dès le 25 mars pour l'informer que mon retour à Chamonix serait retardé d'au moins 2 semaines supplémentaires et que je le rappellerais pour allumer le feu lorsque j'en saurais plus sur mon retour. Ce que j'avais fait dès que la date précise m'avait été confirmée. Presque un mois sans voir Lucie. Une éternité. Les températures sont bien plus fraîches qu'à Annecy lorsque je descends du train à Chamonix, dans cette gare devenue si familière, avec son pavillon central et ses 2 ailes latérales, dont les longues toitures sont coiffées de lucarnes à 2 pans. Jamais le temps de trajet ne m'avait semblé aussi long. Il faut dire aussi qu'il l'était en réalité. Près de 3 heures entre Annecy et Saint-Gervais, et près de 2 entre Saint-Gervais et Chamonix. J'avais remis mon dernier rapport le matin même à Yèves et revenais en mission à Chamonix pour 2 semaines. Mon supérieur avait d'autres projets pour moi après ce délai. Très satisfait de mon travail, il avait fait remonter ses appréciations au commandant de la SIPO-SD à Lyon, le SS-Obersturmbannführer Dr Werner Knabe. En outre, les choses avaient évolué au sein du RSHA lui-même depuis le début de l'année. Le chef de l'Abwehr, l'amiral Canaris, avait été démis de ses fonctions en février par Hitler. Les services de l'Abwehr avaient donc fusionné avec l'Amt 6, sous l'autorité de Walter Schellenberg. L'ASS contrôlait désormais les principaux rouages de renseignement extérieurs. Je me demande comment vont réagir les réseaux de Canaris. Les personnes proches de l'amiral avaient été arrêtées, comme Hans Bernd Gisevius, relâché depuis, mais vraisemblablement très surveillé. Le général Hans Oster, l'un des combattants de la résistance les plus actifs d'après Joseph Müller, avait été limogé et placé sous surveillance après l'arrestation de Hans von Dohnanyi et l'enquête qui avait suivi. Je ne doute pas qu'il y ait encore des antinazis dans cette Abwehr rattachée de force à la SS. Quant à mon mentor, Joseph Müller, recruté dans la résistance par Hans Oster, je savais qu'il était parvenu à se disculper devant ses juges, qu'il l'avait déclaré innocent. Mais la SS souhaitait l'arrêter pour de nouvelles charges. Pour lui éviter cela, ses amis de la Wehrmacht l'avaient arrêté immédiatement et mis en prison, chez eux et sous leur protection. Cette mission serait sans doute ma dernière dans cette vallée. Même si j'obtenais des résultats pendant la quinzaine de jours à venir, je doute de pouvoir obtenir un délai supplémentaire pour revenir. Je sens que le semblant de vie normale que je m'étais recréé ici est en voie de s'effondrer, et je n'en ai pas envie. Je veux surtout continuer à voir Lucie, ma Lucie, qui m'a tant manqué ces dernières semaines. Je ne vois la fumée sortir de la cheminée du chalet que dès que je suis assez près. Gustave a préparé mon retour, mais à cette heure, il doit être au Majestic. J'aurais dû prévoir quelque chose pour le repas du soir. Tant pis, au besoin, j'irai dîner dans un des restaurants de la ville. Je récupère la clé dissimulée à son endroit habituel. Rien n'a changé dans mon refuge. Je dépose ma valise et me change pour enfiler des vêtements plus appropriés. Lucie travaille jusqu'à 20h. Je connais son roulement par cœur. J'espère secrètement qu'elle me rejoindra pour la nuit. Je vérifie dans la boîte à sel s'il y a un message. Gustave m'a laissé un billet me donnant rendez-vous au Finbec, rue Paccard, un restaurant installé au rez-de-chaussée de l'ancien hôtel Finbec et Lutetia, fermé en 1940, divisé puis vendu en appartements en 1942, après le décès du propriétaire. Le restaurant est tenu par un de ses héritiers, son épouse. Nous nous retrouvons à 19h. Le médecin me rapporte les derniers potins de Chamonix, mais nous évitons les discussions relatives à mes activités. Nous aurons l'occasion d'en parler dans l'intimité du chalet. Comme à son habitude, Gustave m'amuse en me racontant ses soirées un peu olé-olé lorsqu'il va au café-restaurant de la Terrasse, place Balma, où il y a des filles de joie. J'aborde tout de même avec mon ami ma principale préoccupation. Je suis là pour 2 semaines et j'ignore si je pourrai revenir ensuite.
eu égard au projet de mon supérieur pour moi. J'appréhende beaucoup la réaction de Lucie lorsque je lui apprendrai la nouvelle. Moi-même, j'angoisse à l'idée de la voir moins. Gustave me conseille de lui dire la vérité, tout simplement, mais j'hésite encore, de peur de la blesser. Il est près de 20h30 lorsque je pénètre dans le chalet. Il n'y a pas un bruit. Lucie a peut-être décidé de ne pas venir ce soir. M'en veut-elle de l'avoir délaissée pendant tout ce temps? J'écarte cette idée. Cela ne ressemble pas à la femme que j'aime. Ravalant ma déception, je me débarrasse de ma veste et me dirige vers la petite chambre que j'ai l'habitude d'occuper avec elle. Ce n'est qu'en arrivant dans cette pièce exiguë que je perçois une respiration. Elle est là. Lucie est là. Elle s'est tout simplement endormie. Je vois son profil à la lumière de la lune montante, ses longs cheveux étalés sur l'oreiller. Elle ne porte qu'une chemise de nuit en voile de coton à fines bretelles, si légère que je devine ses petits seins à travers. Mon amour, tu devais être épuisé pour t'endormir aussi vite, pensais-je. Je finis de me déshabiller sans bruit et m'allonge près d'elle, m'efforçant de ne pas la réveiller. Peine perdue. Hugo, mon amour, c'est toi? Je souris en entendant cette question formulée dans un demi-sommeil. Être revenu près de mon grand amour me rend joyeux. Pourquoi? Tu attends quelqu'un d'autre, plaisantai-je? Cette réplique a l'effet d'un électrochoc sur la jeune femme qui ouvre grand les yeux. Tu te moques de moi, là? Dit-elle d'une voix étranglée. Non, peut-être m'as-tu remplacé par Gustave? J'ai été longtemps partie après tout, poursuis-je sur le même ton facétieux. Je regrette aussitôt mes paroles, lorsque je la vois se recroqueviller et que je perçois l'accélération brusque de sa respiration, qui devient même saccadée. Pardon, mon amour, je n'aurais pas dû dire ça, même pour plaisanter, m'excusai-je en me serrant contre elle. En caressant son visage, je sens des larmes sous mes doigts. Bon sang, comment ai-je pu blesser celle que j'aime le plus au monde pour une blague puérile? Tu me crois vraiment capable de te tromper, Hugo? Gémit-elle. Je n'aime que toi. Je croyais que tu le savais. Elle se redresse précipitamment pour se lever. Je n'aurais pas dû venir. De toute façon, nous deux, c'est voué à l'échec. Tu finiras par partir et tu m'oublieras. Jamais, criai-je en la retenant par le bras. Lucie, reste avec moi, je t'en supplie. Regarde-moi, mon amour, regarde-moi. Jamais je ne pourrais t'oublier. Tu es tout pour moi. Tu es la femme de ma vie, Lucie. Celle que je veux épouser et qui sera la mère de mes enfants. Tu entends? J'enserre le visage de la jeune infirmière de mes deux mains, mes yeux bleus se noyant dans ceux de Lucie. Puis je cherche ses lèvres. Elle est incapable de me résister. Elle m'attend depuis près d'un mois, et enfin je suis là. Elle avance son visage vers moi pour un tendre baiser, se coule entre mes bras. Je presse tendrement mes lèvres sur les siennes. Je la serre fort contre mon torse, afin de la persuader que je n'ai qu'une envie, la protéger de tout. Pardonne-moi, ma chérie, reprends-je. Je t'aime tant. Si tu savais à quel point je suis heureux quand je suis avec toi. Moi aussi, je revis quand tu es là, Hugo. Ne plaisante plus jamais avec mes sentiments. Plus jamais, promis. Je la renverse sur le lit et la contemple. Sa beauté est vraiment émouvante. Cette jeune femme me touche profondément. Je la désire à chaque fois encore plus que la précédente, et Lucie s'offre tout entière. Hugo, lundi 10 avril 1944. Lorsque je me réveille ce matin, elle est déjà partie à l'hôpital. Nous nous retrouverons dans la soirée. Pendant que je prends un café, je cherche comment lui annoncer que je ne suis là que pour 2 semaines, et qu'ensuite, j'ignore quand nous pourrons nous revoir. Elle avait raison cette nuit, lorsqu'elle disait que j'allais partir. Ça allait arriver. Pour l'instant, je reste dans la région d'Annecy, mais pendant combien de temps encore? Avec l'épisode des Glières, je suis devenu certain que les forces de Vichy, n'ayant pas atteint leurs objectifs, elles ne pourront jamais rétablir l'ordre ni mater la résistance. Elles avaient dû compter sur les troupes allemandes pour reprendre le contrôle du plateau,
quoi qu'en dise le collaborationniste Henriot dans ses discours triomphalistes. Depuis, les rafles des miliciens dans les villages soupçonnés d'abriter des maquisards se sont poursuivies, s'accompagnant de meurtres, de tortures et de déportations. Je hais de plus en plus mon travail, même si je ne dépends pas de la Gestapo. Cependant, les liens sont étroits, bien que les services de l'Amt 4 et ceux de l'Amt 6 se détestent, à l'instar de leurs chefs respectifs à Berlin, Heinrich Müller et Walter Schellenberg. Je ne doute pas que les forces de police ou de gendarmerie aux ordres du Vichy vont s'effondrer progressivement. En témoignent les désertions et les arrêts maladie qui augmentent. Beaucoup passent à la résistance. C'est justement à travers mon contact avec la résistance que je me sens encore vraiment utile, car Josef Müller est très surveillé, et depuis que l'Abwehr a été intégré au RSHA, je ne vois pas à qui transmettre des informations sans risque. Oster et Gisevius sont démis de leurs fonctions depuis un bon moment et marchent sur des œufs. Canaris lui-même est certainement en danger. Du côté du Vatican, je n'espère plus grand-chose non plus. Via Robert Leiber, le pape a déjà toutes les données en main sur les projets des nazis concernant les Juifs, mais il ne se prononcera pas officiellement. Seules des initiatives personnelles de la part de certains ecclésiastiques permettent à certaines filières d'exfiltrer encore des Juifs et d'aider ceux qui en ont besoin, comme l'archevêque italien Filippo Bernardini, nonce apostolique en Suisse, qui a lui aussi envoyé des renseignements au Vatican sur les plans nazis contre les Juifs et qui maintient les lignes de communication entre le chef de l'organisation clandestine italienne de sauvetage des Juifs installée à Zurich et le secrétaire de l'archevêque de Gênes. Je sais qu'il existe des projets contre Hitler lui-même et que certains hommes d'église y participent avec des membres de la Wehrmacht, et je souhaite de tout cœur que ces hommes courageux réussissent. Les prêtres jésuites, Alfred Delp et Augustin Rösch, membres du cercle de Kreisau, sont de ceux-là. Le premier est prêtre à Munich et le second est le supérieur provincial des jésuites du sud de l'Allemagne. Pour autant, je ne sais plus vraiment à quel saint me vouer. Un comble pour un catholique. Je vais faire mon possible pour continuer à aider la résistance française et continuer à récolter des informations utiles aux Alliés. Le premier objectif n'est pas incompatible avec le second, mais moi, je vais être sur la corde raide. Sur tous les fronts, les choses vont de mal en pis pour l'Allemagne de Hitler. Les Américains ont un pied en Italie, les Russes avancent à l'Est, les villes allemandes sont régulièrement bombardées, et la résistance en France est de plus en plus active. Les Alliés vont certainement débarquer prochainement, mais où? Les renseignements divergent. Nord, Normandie, Bretagne, Norvège. Une chose est certaine, quand cela arrivera, les troupes allemandes, si elles perdent du terrain, vont refluer tôt ou tard vers l'Allemagne, et moi avec. Que je le veuille ou non. J'ai beau retourner le problème dans tous les sens, je ne sais pas comment annoncer la mauvaise nouvelle à Lucie. Je décide de faire la piste des glaciers, histoire de prendre l'air, d'autant que cette piste fait l'unanimité chez les très bons skieurs et les compétiteurs. Le téléphérique du Brévent emmène les skieurs plus haut, et la gare des glaciers ne possède donc plus le privilège d'atteindre la plus haute altitude. La famille Farini, propriétaire de l'hôtel-pension de l'Aiguille du Midi, près de la gare et sur le chemin du glacier des Bossons, a ouvert un restaurant pour que les skieurs puissent se réchauffer avant de se lancer en large parabole dans la magnifique pente. Je skie donc le matin au soleil du Brévent, et l'après-midi, quand la neige devient soupe, je skie sur cette fameuse piste des glaciers, située à Lubac, et me régale dans la poudreuse. Je descends à ski jusqu'au village, jusqu'à la Cublette, baptisée ainsi, car c'est l'endroit où l'on fait le dernier virage avant de déchausser. Je prends ensuite un verre avec Gustave, fais quelques courses et rentre au chalet préparer le dîner. Lucie me trouve installée devant la table, la tête dans les mains. Elle se glisse derrière moi pour m'enlacer. « Tu as l'air bien pensif, mon amour, quelque chose ne va pas ?» Je me retourne et m'accroche à elle, posant la tête sur son ventre, avant de la tirer sur mes genoux. « Hugo, dis-moi, je vois bien que quelque chose te tracasse. » « Lucie,
Je ne suis là que pour 2 petites semaines. Je voudrais rester plus, mais c'est impossible. Et tu devras repartir pour combien de temps? Justement, je n'en sais rien, mon cœur. Un long silence suit. Je n'ose plus rien dire. D'ailleurs, je ne sais pas quoi lui dire de plus. Tu restes dans la région d'Annecy, au moins? Questionne-t-elle soudain. Pour l'instant, oui. Lucie pousse un soupir de soulagement et se blottit un peu plus contre moi, s'agrippant à mon cou. Tu as lu Le Bossu de Paul Féval? Demande-t-elle soudain. Il y a longtemps? Mais oui, je l'ai lu. Quel rapport avec nous? Si tu ne viens pas à Lagardère, commence-t-elle. Lagardère viendra à toi, finis-je. Tu veux dire que tu viendrais à Annecy? Elle ne répond pas tout de suite, mais effleure mon visage de ses doigts et pose son front contre le mien. Si c'est le seul moyen de nous voir, oui, évidemment. Tu m'as trop manqué. Tant que ce sera possible, je veux que nous puissions nous voir régulièrement. Si tu en as envie, bien sûr. Je la regarde surpris par la fin de sa tirade. Si j'en ai envie, comment peut-elle en douter? Si j'avais le choix, je passerais chaque journée, chaque nuit avec elle. Tu veux te venger à cause de ma mauvaise plaisanterie d'hier soir? Tu me penses aussi mesquine que ça? Fait-elle avec un clin d'œil. Alors, c'est comme si tu demandais à un malade s'il veut la santé. Je voudrais passer tout mon temps avec toi. Mais nous n'avons pas le choix. Nous devrons nous contenter de quelques jours par mois. Mais comment feras-tu? Logiquement, tu rentres chez tes parents lorsque tu es en repos. Je trouverai bien un prétexte, rétorque-t-elle. Et toi, peut-être pourras-tu venir pour 2 jours de temps à autre. Je promets d'essayer. Nous vérifierons ensemble comment nous organiser en fonction du roulement de Lucie. Mais nous avons mieux à faire, à commencer par déguster le repas que j'ai préparé. Ensuite, la nuit sera à nous. Le projet dans l'immédiat est de profiter de chaque moment ensemble, le temps que je suis à Chamonix. Et si Lucie doit retourner chez ses parents le mercredi en fin de matinée, elle reviendra le samedi tôt dans l'après-midi. Et elle a bien l'intention de passer la série de repos suivante à Chamonix avec moi, avant mon retour à Annecy. Hugo, samedi 22 avril 1944. Pendant toute cette période, les forces aériennes tactiques américaines et britanniques avaient lancé de nombreuses attaques sur les batteries côtières allemandes en Normandie. Mais dans le même temps, la RAF larguait un record de 4000 tonnes de bombes sur des gares de triage et des ateliers ferroviaires à Rouen, en Picardie et en région parisienne. Des points stratégiques de communication et des usines travaillant pour le Reich étaient sabotés par les résistants près de Paris. Il était toujours aussi difficile de deviner où le débarquement des Alliés aurait lieu, mais il se préparait dans le nord-ouest de l'Europe. Le haut commandement allemand avait émis plusieurs hypothèses. Hitler était persuadé qu'il aurait lieu en Norvège, où les Alliés pouvaient faire leur jonction avec les troupes soviétiques engagées en Carélie. Le plus vraisemblable paraissait le Pas-de-Calais, qui offrait la distance maritime la plus courte, mais cela me semblait trop évident. Les services d'espionnage étaient noyés sous un flot d'informations parfois contradictoires, émanant d'une activité radio intense, de données venant des canaux diplomatiques à travers les États neutres, l'utilisation d'agents doubles ou des mouvements de troupes de diversion. Ils avaient eu vent d'infrastructures et d'équipements dans le sud-est de l'Angleterre, en faveur de l'hypothèse du Pas-de-Calais. Mais il y avait eu aussi une concentration de troupes en Écosse, qui plaidait cette fois pour la Norvège. En outre, les diplomates britanniques avaient engagé des négociations avec les Suédois pour obtenir certaines autorisations, dont le droit, en vue des reconnaissances aériennes, de survoler leur territoire et la permission de faire ravitailler les avions qui se poseraient en urgence en Suède, contrairement aux règles juridiques de la stricte neutralité. J'en parle beaucoup avec Lucie. Je suis persuadée que les Alliés suivront le chemin inverse de celui de Guillaume le Conquérant, du sud de l'Angleterre vers la Normandie, et particulièrement le Calvados. Lucie m'écoute évoquer les plans possibles des Alliés. Elle pourrait m'écouter des heures, la tête sur mon torse. Elle prétend
que je possède le don de la subjuguer, de faire réagir son esprit, comme j'ai celui de faire réagir son corps, provoquant chez elle ces si délicieux frissons. Un lien nous unit. Nous ne savons ni l'un ni l'autre pourquoi. C'est un mystère. Mais tant que je suis là, à ses côtés, que nos cœurs battent à l'unisson, Lucie dit que plus rien n'a d'importance. Lucie, le même jour. Ce soir est le dernier soir que nous passons ensemble, moi et Hugo, avant qu'il reparte à Annecy. Je suis incapable de résister à l'envie de caresser d'un doigt sa mâchoire, ses lèvres. Il est si beau. En a-t-il seulement conscience? Puis, comme à chaque fois, je cède à la tentation. Mes doigts effleurent sa peau, dont la chaleur m'envahit tout entière. Tout mon corps est électrisé. Lorsqu'il porte ma main à ses lèvres, mon cœur s'emballe, et je me liquéfie littéralement. Quand ses lèvres s'emparent des miennes, dans un baiser à la fois doux et fiévreux, mon cœur loupe un battement, et une douce chaleur que je connais bien désormais envahit mon bas-ventre. Et quand sa bouche devient plus pressante, dans une passion mal contenue, je perds la tête. Je m'abandonne sous ses baisers passionnés, sous cette main qui glisse sous ma nuque, pendant que l'autre s'égare sur ma poitrine. Le monde tout autour n'existe plus. Nos langues se mêlent, et j'ai l'impression de flotter. Mon cœur affolé bat au rythme impulsé par le feu brûlant qui vrille mes reins, le brasier qui consume mon bas-ventre. Je me plaque contre lui, la tête en arrière pour lui laisser le libre accès à ma peau. Je glisse une main sous sa chemise pour caresser ses abdominaux si bien dessinés. D'un geste rapide, il fait passer le vêtement par-dessus sa tête et reprend ses baisers sur mes épaules pendant que je l'aide à me déshabiller, dévoilant mes seins. Lorsque la langue d'Hugo titille l'un de mes tétons érigés, un léger gémissement franchit mes lèvres. Je suis incapable de me contenir. Le toucher de mon amant me transporte et un frisson se propage le long de ma colonne vertébrale, jusqu'à s'estomper progressivement jusqu'au plus profond de mon être. Hugo recommence encore et encore, tout en caressant mes cuisses avec douceur, avant de monter plus haut jusqu'au centre du brasier qui me dévore. Sans que je puisse contrôler quoi que ce soit, mes hanches ondulent contre celles de mon amoureux, le suppliant de me faire l'amour, de me faire voyager dans un autre monde, rien qu'à nous. Il ne perd pas de temps et me porte sur le lit pour me dévêtir intégralement. Une onde de chaleur dévore mon corps, mon intimité, mais aussi mon visage, qu'il admire une fois de plus. Puis il m'écarte les cuisses afin d'y déposer des baisers brûlants. Sa langue s'insinue dans les replis humides qu'elle parcourt, jusqu'à agacer le bourgeon charnu si sensible. Un long soupir s'échappe de mes lèvres. Je renverse ma tête en arrière, les yeux clos, propulsé dans un ailleurs paradisiaque, alors qu'il se délecte à me butiner comme une abeille avide de pollen. Je ne veux que lui, l'homme que j'aime, parfait pour moi. Je veux qu'il prenne possession de mon corps, qu'il m'emmène très loin. Lorsqu'il relève la tête, il ne peut que lire le désir sur mon visage, sur mon corps, qu'il dit être magnifique, et qui réclame le sien. Je baisse son pantalon, son caleçon, puis j'enroule mes doigts autour de son membre. Il n'a même plus besoin de me guider pour que je lui donne du plaisir, nos regards ancrés l'un dans l'autre. Puis il m'embrasse à pleine bouche, dans un baiser ardent où nos langues dansent ensemble, avec sensualité. Bientôt, Hugo halète contre ma bouche et se détache de moi afin de s'insinuer entre mes cuisses qu'il caresse jusqu'à ce que j'enroule une de mes jambes autour de son bassin. Ce geste l'amène à m'embrasser de nouveau, pendant que son membre titille mon intimité avant de s'enfoncer en moi avec douceur. Puis les yeux ancrés dans les miens, il commence à aller et venir dans des mouvements fluides, d'abord lents, puis de plus en plus rapides. Je gémis doucement. Une indicible volupté s'empare de moi, me submergeant dans un tsunami de tressaillements. Hugo me clôt les lèvres d'un baiser, empêchant les cris de plaisir de s'échapper de mes lèvres. Je lui griffe le dos à mesure qu'il assouvit mon désir, que nos épidermes se frottent l'un contre l'autre, que nos soupirs se mêlent, que nos corps s'unissent. Les coups de boutoir d'Hugo deviennent plus rapides, plus forts, et je l'encourage en murmurant son prénom. Entre chaque gémissement de plaisir, nos lèvres se quittent et se retrouvent. Les battements de nos cœurs sont synchrones, se répondent,
s'accompagne comme une douce mélodie. Faire l'amour avec Hugo est si intense que j'ai développé une addiction à son corps, aux caresses que nous échangeons, au plaisir incroyable que nous ressentons à chaque fois. J'en veux encore plus, encore et encore. Les va-et-vient de mon amant deviennent plus irréguliers. Il va bientôt atteindre l'orgasme. D'un coup, je sens le mien m'envahir, mon bassin ondule contre le sien. Submergé par les spasmes du plaisir, je flotte de nouveau, indifférente à tout le reste. Le sexe de mon homme palpite contre le mien. Lui non plus ne se contrôle plus, vulnérable, et il étouffe un râle dans mon cou avant d'exploser en moi. Puis il ralentit le rythme et s'arrête. Il relève la tête et me caresse les cheveux, les yeux mi-clos, encore obscurcis par le désir. De mon côté, je sens mon corps trembler, rien qu'en repassant dans mon esprit ce qui vient de se passer. C'était fantastique, murmurai-je. Hugo confirme d'un hochement de tête, avant de se retirer doucement et de me serrer convulsivement dans ses bras. Dès que cette guerre sera finie, je veux t'épouser sans tarder. J'espère alors qu'elle finira bientôt, rien que pour porter ton nom, mais surtout dormir chaque nuit dans tes bras. Dormir ? S'exclame-t-il moqueur. Je lui cloue le bec d'un baiser. Et si mon futur époux me faisait encore l'amour, déclarai-je. Je suis à tes ordres, future madame Steinert.